See the man who almost died for you. Getting all the peace and pride for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house, I can't believe this is the way. What's the best to make you mine? Alright. Greenback, Blueback. Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité, rencontrer des personnalités du monde juridique et tout ça à la cool dans un esprit léger. Voilà, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis passionné de Legal Tech, je suis cofondateur aussi de Leeway, qui est une solution de gestion des contrats qui aide les entreprises à réduire le temps passé sur la gestion des contrats et aussi à avoir plus de contrôle sur les risques juridiques et financiers. Et pour mener à bien cette émission, je suis accompagné de mes deux chroniqueurs. Ils sont souriants aujourd'hui, ils sont en pleine forme. Comment ça va? Aujourd'hui, on est toujours souriant, Thibaut. Pardon. Toujours souriant. Mais on va super bien. Comment ça va, Audrey? Ça va très très bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous voulez dire un mot? Présentez-vous pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Eh bien, bonjour à tous. Et donc, je suis Audrey Deléris, manager chez Fed Legal, qui est un cabinet de recrutement juridique et fiscal qui existe depuis maintenant plus de 11 ans. Et je travaille du coup avec des entreprises, plus particulièrement l'industrie et les services, notamment des startups aussi, mais pas que, pour recruter donc leurs juristes, fiscalistes, directeurs juridiques et fiscaux. Et à côté de ça, j'ai plein de choses passionnantes à faire, notamment j'anime avec Pierre Blandy, ici présent, pardon, j'égorge ton nom, le Fleet Network pour French Lawyers in Tech, qu'on a créé il y a maintenant près de 2 ans et qui réunit 270 membres, 272 je crois, de juristes en fait. 300, le 300. Voilà. On va y arriver. À toi Pierre. Merci Audrey. Donc Pierre, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai une carrière chez Disney, Yahoo, Ledger. J'ai cofondé donc le Fleet Network bien sûr, mais aussi l'alliance ANCO. C'est une alliance d'avocats dans les 5 principaux pays européens, France, Espagne, UK, Italie et Allemagne, pour donner des conseils juridiques comme si on était des juristes, mais externalisés, évidemment principalement dans la tech. Et puis, voilà, depuis 2 ans, je suis aussi executive mentor. J'accompagne des directeurs juridiques, des équipes juridiques, des cabinets d'avocats pour développer leur leadership, leur présence en entreprise et les aider à devenir, j'espère, d'encore meilleurs leaders que ceux qu'ils ne sont aujourd'hui. Voilà. Merci Audrey, merci Pierre. Alors, c'est bon pour les présentations. On va maintenant parler de l'invité du jour. Aujourd'hui, donc, Legal Club Sandwich, émission numéro 18, 4e émission de la saison 2. On a la chance d'accueillir Franck Duez, qui est directeur actionnariat chez Banque Transatlantique. Franck, comment ça va déjà? Ça va très bien, merci. Un cadre un peu original pour parler d'actionnariat, donc c'est sympa. Et oui, un cadre original, un sujet aussi qui est un peu technique. Un cadre start-up. Voilà, exactement. Un sujet un peu technique aussi pour nous, pour l'audience. Donc, on va essayer de décortiquer ça ensemble pour donner des clés justement à tout le monde. Je vous invite déjà à poser vos questions à Franck dans la partie questions sur Zoom, juste en dessous. Et voilà, on y répondra à la fin et au cours de ce talk. Franck, peut-être pour commencer, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire un mot rapide sur ton parcours? Oui, en fait, mon parcours il est assez simple. Moi, j'ai un parcours de banque de gestion privée, donc où j'ai accompagné des dirigeants d'entreprise, notamment dans leur sphère patrimoniale. Mais depuis 15 ans, en fait, j'ai changé de côté. En fait, je m'occupe aujourd'hui d'entreprises et spécifiquement dans leurs problématiques sur l'actionnariat salarié. Et donc aujourd'hui, en fait, on fait 2 choses avec les entreprises. On a un volet conseil, qui est sans doute celui sur lequel on va échanger aujourd'hui. Donc, c'est aider justement les entreprises, tout type d'entreprise, sur la mise en place de plans d'actionnariat. Donc, quelque part, c'est les aider à répondre à des questions. Pourquoi je veux en donner? C'est pour qui? Comment ça marche? Dans quelles conditions? Et donc ça nous occupe beaucoup avec cette poussée des créations d'entreprises qui sont très friands de ce type de conseils. Et puis, c'est le métier principal d'ailleurs dont je m'occupe, c'est aussi la gestion de plans tels qu'ils sont mis en place par les entreprises.
Aujourd'hui, pour vous donner quelques données, donc la gestion de plan chez nous, c'est plus de 150 entreprises, ça représente à peu près 200 000 salariés répartis dans 80 pays. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que alors, on a commencé avec beaucoup d'entreprises plutôt grands groupes cotés, type CAC 40, S&P 100. Et puis, plus ça va, plus on s'aperçoit que finalement, toutes les structures vont vers l'actionnariat, y compris les structures non cotées. Et donc là, depuis les dernières années, on travaille beaucoup sur des startups et des biotech. Alors, on n'intervient pas, c'est très rare qu'on intervienne au tout début, mais aujourd'hui, ça évolue très vite. Donc, finalement, il y a des compétences qui viennent chercher chez nous. Et donc, du coup, on a un panorama assez important de ce sujet-là. Ok, très bien. Et peut-être justement pour démarrer et poser le contexte, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que l'actionnariat salarié pour les startups et pourquoi Ouais. c'est un peu particulier en fait sur ce type d'entreprise-là? Bah, la particularité d'une start-up par rapport au CAC 40, c'est qu'elle n'a pas d'argent. Donc, et l'argent qu'elle trouve, qu'elle va chercher à lever, elle va vouloir le consacrer au développement de son business. Donc, elle va essayer d'en faire le moins possible sur les paiements de salaire. Donc, du coup, elle va utiliser de l'actionnariat pour compenser cette absence de rémunération. Et donc, en gros, au départ, elle n'a pas d'argent pour recruter des talents. Et donc ça, c'est très différent par rapport à des grandes entreprises pour lesquelles l'actionnariat, c'est devenu la troisième composante d'un package de rémunération. Donc, c'est devenu un des outils de la rémunération. Il y a le salaire fixe, il y a le variable, et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle le long-term incentive, qui est constitué d'actionnariat. Et puis, selon le niveau de l'entreprise, on en a plus ou moins, et les outils sont plus ou moins différents. Donc, pour la startup, en fait, la partie fixe et variable, elle est très faible et elle essaye de la limiter. Donc, elle va utiliser au maximum l'actionnariat. Et de cette première particularité, en découle une deuxième. C'est que l'utilisation de l'actionnariat dans les startups est beaucoup plus large que celui dans les entreprises plus mûres. Vous voyez, typiquement, dans le CAC 40 ou dans les grandes entreprises, on va donner de l'actionnariat quasiment à moins de 5% des collaborateurs, alors que typiquement, dans les startups, on va à 20-30% et de plus en plus même à 100% des collaborateurs. Donc ça, c'est une utilisation donc très différente, alors qui pose des problèmes à la startup, hein, parce qu'il y a des aspects de dilution, de consommation de capital du coup qui surgissent. Et puis le troisième point qui est très structurant et qui d'ailleurs explique souvent les choix qui sont faits dans les outils et qui est une particularité par rapport à des grands groupes, c'est qu'il y a en général peu ou pas d'événements de liquidité dans les startups. C'est-à-dire que, alors c'est contradictoire, hein, parce qu'elles utilisent massivement de l'actionnariat, mais quelque part, ce qu'elles donnent ne peut pas être monétisé dans un horizon, on va dire, court ou moyen terme, par des collaborateurs. Donc c'est très contraignant pour elles par rapport à ce que pratiquent des sociétés cotées ou des entreprises qui ont les moyens de créer la liquidité. Et donc, ça met les startups dans un cercle un peu vicieux qui est que pour retrouver de l'attrait dans l'actionnariat, j'en donne beaucoup plus finalement pour compenser cette absence de liquidité et ces salaires fixes et variables qui sont parfois plus faibles. Donc ça, c'est le contexte dans lequel vit la startup. Et je dirais que ce qui est intéressant aussi de noter, en tout cas moi, ce que je note depuis les 15 ans que j'exerce dans ce métier, c'est que la typologie, enfin la nature des startups a changé en 20 ans. Vous voyez, par exemple, on parle souvent de BSPCE, tout ça, ça remonte à plus de 20 ans aujourd'hui, hein, c'est de 98, il me semble. Mais à l'époque, les startups, c'était des petites sociétés françaises, 10-15 personnes, et elles restaient à ce stade-là pendant assez longtemps. Alors qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Moi, je vois des startups secrets, elles vont arriver à lever des fonds incroyables, elles se retrouvent tout de suite avec 200 personnes, elles ouvrent 4 bureaux en même temps. Et donc, tout ce que je viens de dire sur la particularité des startups, en fait, rejoint une nouvelle particularité, je trouve, c'est que toute startup qu'elle soit, elle se retrouve avec des problématiques de grandes entreprises, et notamment Quand tu parles de sur bureau, comment pardon, je t'interromps, mais quand tu parles de bureau, c'est l'international, c'est-à-dire que c'est plus uniquement franco-français, c'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est que très vite, j'ouvre tout de suite un bureau au UK, tout de suite j'ai une antenne aux États-Unis, donc je dois recruter aussi sur place, des talents sur place. Et donc ça, c'est des nouvelles problématiques parce que quel est le market practice sur place? Qu'est-ce qu'ils attendent? Les packages sont très différents.
comment ça fonctionne avec mes spécificités françaises. Et en fait, ça, étonnamment, et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on s'est retrouvés à travailler avec beaucoup de startups, c'est que ce sont des problématiques qui sont plutôt aux grandes sociétés et on les voit apparaître beaucoup plus souvent dans les startups. Voilà. Et justement, Franck, est-ce qu'il y a justement un minimum enfin, soit la première levée de fonds, soit un minimum en fait d'employés où vraiment l'actionnariat peut changer là, pour une startup? Alors en fait, il y a aucune règle. La problématique, c'est que la startup au départ, c'est un petit capital, donc il n'y a pas énormément de capital à distribuer. Donc, elle va jongler entre je lève des fonds, j'augmente mon capital, ces fonds-là, comment je les utilise, parce que j'ai quand même besoin de payer des salaires. Mais quelles promesses est-ce que je peux faire à mes talents pour qu'ils se contentent du peu que je peux leur donner en matière de salaire? Et donc, en fait, c'est vrai que ça évolue vite. D'ailleurs, ça fait un peu le lien avec la position comment dire, un peu provocante que je tiens parfois, qui est de dire il n'y a pas que les BSPCE. Et parce qu'en fait, l'outil du BSPCE, il répond très bien à cette particularité de démarrage d'une startup. C'est-à-dire, je fais une promesse d'un accès au capital, mais c'est dans un petit moment, il n'y a pas d'horizon de liquidité, on se laisse le temps, etc. Mais très vite, quand la startup atteint un niveau que je décrivais, c'est-à-dire très vite, elle se retrouve avec plus de salariés, et donc des niveaux différents, parce qu'entre un dirigeant qui connaît les mécanismes et puis quelqu'un sur les premiers niveaux qui n'est pas très financier, en fait, elle s'aperçoit que les BSPCE, même s'il y a certains avantages, ne sont pas toujours l'outil adapté à toute la population dans la startup. Voilà. Donc, en fait, nous, ce que l'on voit, alors le modulo de ce que je dis, c'est qu'encore une fois, moi, j'interviens quand elles ont déjà un certain stade d'évolution. Mais quasiment dans toutes les startups que l'on voit, nous, en fait, il y a une grande diversité des outils. Alors, il y a évidemment les plans de BSPCE qui sont souvent les plans historiques et on continue d'en donner. Sauf qu'au départ, une startup va donner du BSPCE à tout le monde. Et puis très rapidement, quand elle va évoluer, quand le capital va grimper, elle va plutôt réserver les BSPCE, on va dire, aux dirigeants ou à un premier cercle de bénéficiaires. Et puis elle va commencer à introduire d'autres outils, notamment les actions de performance ou les actions gratuites, parfois ce qu'on appelle des outils payants, donc mettre en place des BSA. Et puis elle va… Donc voilà, donc en fait… Et là, on vient de traiter un dossier avec une start-up, une biotech. Donc on rigolait en interne parce que c'est tellement caractéristique. C'est quand on leur demande, pour regarder un peu l'état des lieux, la nature des plans, en fait, c'est une autre caractéristique d'une start-up, c'est qu'elle attribue tout le temps. Vous voyez, une société du CAC 40, il y a une saison d'attribution. Allez, j'attribue à mes 500 000 salariés chaque année au mois de mai. Une start-up, elle attribue tous les mois à chaque embauche, etc. Et on crée les plans, et un coup, c'est du BSA, un coup, c'est du BSPCE. Voilà, donc ça crée une espèce de doubi-boulga d'actionnariat, mais qui est intéressant, mais qui a parfois des conséquences, et c'est compliqué à suivre, et pour l'entreprise, et pour le salarié. Alors justement, il y a beaucoup… Ah pardon, Audrey, j'allais parler des acronymes parce qu'on a BSPCE, stock option, action gratuite. Enfin, voilà, je ne sais pas à quel point notre auditeur suit toutes ces nuances, notre auditoire. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit rappel à super high level, hein, mais différents mécanismes entre BSPCE, stock option, action gratuite, même BSA, si tu es parti sur ta lancée? Oui, alors… en fait, il y a deux façons de trier quelque part ces outils. Il y a une façon qui est très franco-française, qui est de regarder ça en termes de ce qu'elle coûte pour l'entreprise et la charge fiscale pour le bénéficiaire. Donc, en fait, on va regarder ce qu'on appelle l'efficience d'un outil. Et je dis que c'est très franco-français parce qu'en fait, la France, dans le monde entier, c'est intéressant de le savoir quand on est une start-up d'ailleurs, c'est que c'est l'exception. Tous les autres pays fonctionnent de manière à peu près homogène, mais la France fonctionne de manière très différente, en ce sens que la France a mis en place des régimes spécifiques, sociaux et fiscaux, sur les différents dispositifs. Et donc finalement, et malheureusement parfois, le choix que font les sociétés françaises, c'est un choix en termes de coût et d'efficience, plutôt qu'un choix de l'outil qui va convenir à la population. Donc ça, c'est une façon de les trier. Et si on les trie en termes de coûts, en fait, et d'efficience, on va se dire que BSPCE, actions gratuites, BSA sont les outils les plus intéressants, dans le sens où
ils ont un coût qui est très faible, voire zéro pour l'entreprise, notamment pour les BSPCE et les actions gratuites dans certaines conditions. Il n'y a pas de cotisation patronale pour l'entreprise, donc ça en fait un outil intéressant. Et la fiscalité, les régimes fiscaux des bénéficiaires sont des régimes fiscaux très intéressants, puisqu'on est autour de 30% à la fois sur le BSPCE et sur l'action gratuite. Si on est à un certain niveau de salaire, on est dans ces niveaux-là. Après, il y a une façon plus intéressante de trier les outils, et c'est la façon dont finalement font les autres pays. C'est-à-dire qu'elles se disent quelle est la philosophie de l'outil que je vais utiliser. Et donc là, on peut à nouveau regrouper ces outils de manière différente. Donc il y a les BSPCE qui fonctionnent comme des stock options, comme des BSA. En fait, la philosophie, c'est de dire je vous attribue un accès au capital avec une action qui vaut 100 € et votre gain, c'est la progression future de cette action. Donc, si finalement, dans 3 ans, mon action n'a pas bougé, elle est toujours à 100 €, bah, je ne réalise pas de gain. Et donc, en fait, quelque part, je suis récompensé sur la valeur que j'ai contribué à apporter à l'entreprise, donc sur une progression future. Et puis, vous avez des outils qui ne sont pas du tout sur la progression du gain, mais qui sont basés sur la valeur de l'action. Et là, c'est je donne une action à 100 €. Si dans 3 ans, elle vaut toujours 100 €, bah, moi, bénéficiaire d'une action, bah, j'encaisse 100 €. Alors qu'on m'aurait donné la même chose en BSPCE, je n'encaisserai aucun gain. Et ça, c'est intéressant parce que, d'ailleurs, c'est une réflexion qui est très faite, qui est très développée dans les grands groupes et pas vraiment dans les startups parce qu'elles sont obnubilées par les coûts. Et donc, par les coûts, on arrive à d'autres décisions. Mais du coup, ça conduit, en termes de logique, c'est que tous les gens qui finalement ont une vraie influence sur le développement de l'entreprise, donc les high performers, les key people, les dirigeants, c'est vrai que c'est un outil intéressant parce qu'ils sont vraiment récompensés sur la performance et le développement de l'entreprise. Par contre, pour que ces gens-là soient performants, ils ont besoin d'autres collaborateurs qui sont moins directement aux commandes de l'entreprise ou qui ont moins d'impact, mais dont le travail de fond est quand même tout à fait important. Et donc, est-ce que ces gens-là, ça soit finalement normal qu'eux soient pénalisés si l'entreprise ne se développe pas? Et en fait, donc la réponse des grands groupes ou des structures un peu plus matures, c'est de dire, bah non, c'est pas normal. Donc mon sujet, moi, c'est de fidéliser ces gens-là avec un outil qui ne va pas les pénaliser si jamais il y a un retard dans la prise de valeur. Donc, je vais plutôt privilégier des actions gratuites, par exemple, alors que mes dirigeants, eux, c'est leur job. C'est leur job de prendre la valeur à 100 et de l'emmener à 200. Et donc, c'est normal qu'eux, ils soient associés à ça. Voilà, donc c'est un peu comme ça les différences. Après, on peut rentrer dans le détail sur la fiscalité et les coûts, mais je pense que ce qui est important, effectivement, c'est qu'en France, vous voyez, très schématiquement, il y a 15 ans, c'était que tout le monde faisait des stock options. Après, on a décidé que les stock options, c'était pas bien, c'était pointé du doigt, il y a eu un petit problème, donc toutes les sociétés sont passées aux actions gratuites. Et en fait, aujourd'hui, la société a évolué et les formes de gouvernance ont changé. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a énormément de concurrence de talents. C'est-à-dire que les entreprises se battent pour récupérer les talents. Et donc, la conséquence de ça, ça a été une personnalisation de ces packages de rémunération. Donc, on sort, et on est quasiment sorti maintenant, du tout stock option, tout BSPCE, toute action gratuite, et on va personnaliser les packages selon les niveaux, etc. Et on arrive à des choses très extrêmes dans les pays anglo-saxons, où on va même laisser le choix aux collaborateurs en disant, ben voilà, si tu veux des stock options, des actions gratuites, ou sinon moi je te paye en cash, c'est à toi de voir. Et aux États-Unis, ça ne pose aucun problème parce que cash, actions gratuites, stock options, pour l'entreprise et le salarié, c'est le même coût et la même fiscalité. Il n'y a qu'en France où on va être parasité dans le choix par le fait que, bah, effectivement, le BSPCE, ça reste un outil redoutable parce qu'il y a zéro coût pour l'entreprise, il y a une fiscalité attractive, mais il est complexe, mais il n'est pas international, mais il ne convient pas à tous les niveaux de collaborateurs. Bon, voilà, et ça, c'est un peu le prix à payer. Mais on le voit, enfin, en tout cas, nous, dans les niveaux de start-up avec lesquels on travaille aujourd'hui, on constate maintenant que même à ces niveaux-là, les entreprises commencent à utiliser différents outils. C'est intéressant justement, Franck, de parler de ça. Toi, tu travailles avec des startups. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le rôle des juristes et de la direction juridique dans la mise en place de ces plans, en tout cas de ce que tu vois
de ton point de vue? Peut-être aussi Oui, alors, un petit point sur les écueils à éviter, parce qu'on a beaucoup de juristes qui nous écoutent, je vois. Donc, les bourdes à ne pas faire ou les choses à penser à faire dès le début par rapport à ton expérience et de ce que tu as pu voir. alors le conseil que je peux donner, il est en général un petit peu en amont. Euh, c'est vrai que le directeur juridique, c'est souvent notre interlocuteur dans les startups. Alors, quand il y a un directeur juridique, c'est qu'elle a déjà atteint un certain niveau de développement. Et donc, c'est tout à fait conforme à ce que je disais, c'est que les questions se posent différemment. Jusqu'à un certain stade, très franchement, il n'y a pas de questions à se poser. C'est du BSPCE en France, du stock option à l'étranger. Arrivé à un certain stade, on peut se poser les questions différemment. Et c'est là où peut-être, comme le directeur juridique est souvent celui qui prend en charge ce sujet, c'est là où il peut se dire, il peut se poser la question, il peut faire en fait ce qu'on fait nous en termes de structuration, c'est de se dire, bon, est-ce que le BSPCE, c'est le bon outil pour tout le monde? Comment va évoluer la société dans les quelques années? Quel type de collaborateurs je vais avoir besoin? Donc, finalement, quels sont les bons outils que je peux mettre à ma disposition sans que ce soit forcément que des BSPCE, par exemple? Euh, et l'écueil, c'est effectivement aussi souvent dans les plans, mais bon, c'est un peu lié aussi à la nature des sociétés, c'est que les plans dans les startups sont parfois décourageants pour les collaborateurs. Donc c'est bien parce qu'elles ont un accès au capital. Donc elles se disent à un moment donné, si ça marche, c'est jackpot, etc. D'ailleurs, ça fait partie des motivations pour aller travailler dans les startups. Par contre, souvent, l'horizon est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun événement de liquidité, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'effet tunnel. Et l'effet tunnel, il est dévastateur dans la fidélisation et au contraire, il peut se retourner contre l'entreprise parce que quelqu'un qui a des plans sur lesquels on leur dit, bon, bah, pour l'instant, liquidité, c'est IPO, donc allez, rendez-vous dans 5-10 ans et on verra bien. Mais ce collaborateur, s'il veut aller travailler dans une autre société, lui, il va dire, vous savez, moi, j'ai des BSPCE. Hein. Donc, il va se faire acheter son package, qui finalement n'a pas forcément une valeur importante parce qu'il y a un horizon d'illiquidité, mais il va s'en servir pour monétiser son changement de structure. Donc, alors, ce n'est pas du tout évident à faire, hein, c'est même extrêmement compliqué. Plus la startup est jeune, plus l'accès aux fonds est compliqué, plus la création d'événements de liquidité est contraignante. Mais voilà, si on peut les mettre en place, c'est intéressant. Et là, il y a deux pistes, moi, que je trouve tout à fait intéressantes, qui ne sont pas très développées. Alors, bon, ce sera intéressant d'avoir des échanges là-dessus pour comprendre pourquoi, mais dès qu'il y a un nombre de collaborateurs importants, dès qu'il y a des plans récurrents, moi, je trouve intéressant les sociétés qui mettent en place des bourses internes. Alors, ça ne crée pas des grosses liquidités, mais ça permet à quelqu'un qui a besoin de liquidité parce qu'il a un truc et qu'il aimerait bien monétiser, de vendre. Alors, c'est des petites quantités. Et puis, ça permet à ceux qui n'ont pas eu assez de BSPCE ou d'actions gratuites de dire, ben, moi, je veux bien les racheter parce que pour le coup, moi, je n'ai pas besoin d'argent, je suis plutôt investisseur. Et en fait, on arrive à créer maintenant comme ça des bourses internes. Alors, il faut une certaine taille, il faut un certain volume. Mais voilà, ça, c'est typiquement des idées qu'on peut prévoir à l'origine. Et au niveau du directeur juridique, c'est de se dire, bah, tiens, si j'émets des plans en actionnariat, il y a peut-être un volume critique à atteindre qui permettra justement de mettre en place ce type de dispositif derrière. Est-ce que tu dis… Un autre point aussi, excusez-moi, juste pour compléter là-dessus, c'est que il y a aussi un truc qui me surprend. Alors, mais ce n'est pas une critique que je fais, c'est je le constate, mais je ne l'explique pas toujours. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de régularité dans les startups d'attribution. En général, j'attribue au moment de l'embauche, et puis après, il n'y a plus rien. Alors que, vous voyez, dans les pays anglo-saxons, au contraire, on va peut-être moins attribuer à l'embauche. Par contre, on va faire des attributions régulières avec des prix d'exercice si on est sur des BSPCE un peu différents. Ou si c'est des actions gratuites, ben, on décale la période de vesting, donc on fidélise de plus en plus longtemps. Vous voyez, il y a ces mécanismes-là qu'on constate moins chez les startups françaises. Et je ne sais pas l'expliquer, mais je pense que c'est un point que les directeurs juridiques pourraient regarder.
Et merci Franck. Du coup, en fait, moi, j'avais juste un point, c'est que le côté personnalisation, très honnêtement, moi, je ne l'avais pas en tête. Et c'est un gros point, justement, que tu nous as expliqué, notamment avec la partie bourse. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de nos participants, ce côté personnalisation. Donc voilà. Et puis, juste un point, tu as parlé d'événements de liquidité. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que ça veut dire concrètement? Oui, alors l'événement de liquidité, les exits, hein, c'est typiquement c'est le Graal dans une startup. C'est l'occasion pour un actionnaire de monétiser ce qu'il a eu, enfin. Donc, alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a les gros événements qui sont l'entrée, une nouvelle levée de fonds dans lequel on a prévu un cash-out pour les anciens actionnaires ou les fondateurs. Et en général, quand il y a un cash-out, c'est-à-dire on fait rentrer 100 millions d'euros sur une levée de fonds, mais je prévois qu'il y en a 10 de ces fonds-là qui vont servir au rachat pour des actionnaires qui veulent sortir. Et en général, ça c'est important, d'ailleurs c'est un point que font très bien les directeurs juridiques, à chaque fois on le constate, c'est qu'il y a une clause de sortie conjointe pour les autres. C'est-à-dire que si les dirigeants sortent, ça crée une fenêtre pour l'ensemble des bénéficiaires. Et ça, évidemment, c'est très important. Mais ces levées de fonds, elles sont aléatoires, on ne peut pas les prévoir. Mais donc, elles peuvent être un événement de liquidité. Après, il y a évidemment l'IPO. Quand la société commence à générer un chiffre d'affaires, commence à créer des liquidités, il y a aussi la possibilité pour l'entreprise de racheter ses propres actions. Alors, je les rachète en vue d'en émettre de nouvelles. Alors, ça a un coût, hein, ça consomme, etc. Donc, c'est vraiment un stade un peu plus tardif que ça peut arriver. Et le troisième événement de liquidité, c'est justement cette fameuse bourse interne. Et ça, c'est fondamental. Vous voyez, on a travaillé la semaine dernière, on a bouclé un plan de co-investissement pour faire une start-up, mais c'est une petite structure non cotée. Dans l'esprit, c'est que les managers deviennent des actionnaires à long terme. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de liquidité. Mais si vous faites ça, la décision d'investir pour le manager, elle devient compliquée. Lui, il a déjà financé l'étude des enfants, il a sa maison achetée, etc. Donc, il se dit, j'ai mobilisé des fonds, et en cas de coup dur, etc. Donc, ce que font les sociétés, je trouve ça intéressant, c'est qu'elles disent, bon, pas d'événement de liquidité, sauf on va créer des cas qui vont ressembler d'ailleurs à ceux qu'on retrouve dans les plans d'épargne salariale. Sauf si vous achetez votre maison. Sauf si vous mariez, j'en sais rien, ou sauf si vous avez un coup dur dans la vie. Et en fait, ça c'est important parce que dans l'attractivité du plan, vous voyez, si vous regardez un peu sur les sites start-up US, tout le monde, la seule chose que les gens regardent, c'est qu'est-ce qui est prévu en liquidité, c'est quoi l'exit, c'est quoi l'horizon, c'est quoi les événements. Et ça, c'est une décision importante pour un talent quand il va rentrer dans une société. OK, j'ai des BSPCE, mais finalement, quels sont les critères dans lesquels je vais pouvoir sortir? Et de dire, on peut dire, j'ai pas de critères, moi. On peut dire, pour l'instant, franchement, on n'en sait rien. Mais par contre, voilà, on va essayer de créer des liquidités. On a vu avec nos investisseurs, on a vu avec nos levées de fonds, on prévoit qu'en cas de coup dur, déjà, vous pouvez au moins sortir une partie on va créer de la liquidité pour vous. Et le fait de faire ça, déjà, ça peut vous démarquer d'autres startups. Et puis, ça rassure le collaborateur sur le fait que ce n'est pas de la monnaie de singe, finalement. C'est-à-dire, je te promets du capital, mais ça se trouve, dans 20 ans, tu auras toujours ton capital. Alors, il vaudra beaucoup, hein, mais tant que tu ne peux pas le vendre, ça ne vaut rien. Donc, le fait de créer ça, je pense que ça rajoute énormément de valeur. Et ce n'est pas qu'un problématique des startups, hein, parce qu'il y a un gros mouvement qui se crée en France sur toutes les sociétés non cotées, qui comprennent que pour être compétitif, attirer les talents ou les dirigeants, il faut ouvrir le capital, parce que dans les sociétés non cotées, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. En général, c'est une société familiale. Quelqu'un qui rentre, il sait qu'il n'aura jamais accès au capital. Boum, je me tape la tête dans le plafond parce que c'est réservé à la famille. Boum, je me tape la tête dans le plafond. Donc c'est typiquement cette problématique-là. Donc, un, ouvrir le capital, c'est une bonne décision. Deux, créer de la liquidité. Et là, il se passe un truc tout à fait intéressant. C'est que si la startup ou la structure non cotée arrive à bien gérer sa liquidité, ouvrir son capital, avoir des plans qui sont compétitifs, en fait, du coup, elle va avoir un plan qui sera encore plus compétitif qu'une société cotée. Pourquoi? Parce que l'inconvénient d'une société cotée, c'est qu'elle a tout l'aléa du marché. Alors, nous, on a beaucoup de biotech, je ne sais pas pourquoi. Donc, certaines maintenant sont cotées.
Mais elles nous disent, c'est pas possible, quoi, le marché comprend rien, notre prix il fait comme ça, il est en dents de scie. Donc, nous, en interne, on dit à nos collaborateurs, c'est génial, mais le cours vient de plonger de 15%. Oui, et ça, ces effets-là, dans une structure non cotée, bah, vous ne les avez pas en général. C'est plutôt un long fleuve tranquille d'une progression voilà, régulière et récurrente. Donc, si la startup, la structure non cotée arrive à traiter un peu tous ces sujets qui lui sont propres, elle se retrouve avec des plans qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressants que sur des structures cotées. Merci Franck. Sujet, on l'avait dit, très riche. On l'avait prévu. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions et on va les prendre. On débordera peut-être un peu parce que vous êtes très inspirés aujourd'hui. Énormément de questions. Mais on a tout noté pour y répondre. On passe aux chroniques. Mais quelle fête! Allez, jingle pour tous les nouveaux. Il y a des jingles et voici celui d'Audrey. Merci Pierre. Donc aujourd'hui, Franck nous a parlé de BSPCE, d'actions gratuites et autres mécanismes d'actionnariat. Alors je me suis dit que moi aussi j'allais vous parler d'argent parce que ce n'est pas un tabou, on peut en parler, alors parlons-en. Lors d'une précédente chronique, je vous avais parlé du package salarial. C'est dans le talk numéro 12, je vous ai mis le lien, je le remettrai après. Et en fait, il faut savoir que la rémunération, on en a parlé, ce n'est pas que du fixe, c'est aussi tout ce que l'entreprise a à vous proposer à côté. Tous les avantages en nature, les bonus, les plans d'épargne, l'intéressement, des BSPCE, etc. Et c'est d'ailleurs une question que les candidats me posent très souvent en entretien quand je leur propose une offre. Qu'est-il prévu en plus de la rémunération fixe ? Alors, 3 points que je souhaite aborder aujourd'hui. Le premier, les bonnes questions à se poser. Vous, en tant que candidat, que juriste, que responsable juridique, fiscal, combien est-ce que vous gagnez vraiment, actuellement? C'est-à-dire pas que le fixe, mais aussi le bonus, les actions, intéressement, participation, etc. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et je vous assure que beaucoup d'entre vous, quand je vous pose la question, vous ne le savez pas. Donc, réfléchissez-y, c'est très important. Il faut en parler dès le début de l'entretien. Je pense à une candidate qui récemment me parle de son fixe. Et puis, en fait, au bout d'une heure, me dit « Ah, au fait, j'ai des actions gratuites. » J'aurais bien aimé le savoir dès le départ. Donc, pensez-y, il faut en parler. C'est très important. Il faut avoir en fait toutes les cartes en main dès le départ, pour vous, comme pour l'entreprise, comme pour moi en tant que chasseuse. Et puis, leur recrutement, c'est aussi un moyen de vous convaincre. Donc, laissez-vous convaincre aussi par tous ces aspects qui viennent en plus de la rémunération fixe. Parfois, il vaut mieux avoir un fixe un tout petit peu moins élevé, mais du coup, avec un plan d'actionnariat extrêmement intéressant qu'un fixe un peu plus élevé, mais avec rien à côté. Il faut savoir, vous mettez le curseur et il faut aussi savoir se projeter. Et c'est arrivé notamment avec une candidate qui a rejoint une de mes clientes, une start-up, du coup, qui n'avait clairement pas fait un gros gap de rémunération, mais on lui a proposé en fait des PSPCE, c'était très intéressant, du coup, ça l'a convaincue d'y aller et elle y est allée. Deuxième point que je voulais aborder, quand on veut changer de poste et qu'on est censé toucher une très grosse somme d'argent qui est bloquée pour plusieurs années, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tous ces mécanismes, du coup, c'est vraiment aussi un moyen de fidéliser les collaborateurs. Et j'ai déjà entendu récemment, voilà, je ne peux pas partir, j'ai 100 000 € de bloqués. Alors, c'est vrai qu'on le comprend, hein, dans ce cas, on réfléchit à 2 fois avant de partir. Et pour tout vous dire, j'ai même rajouté un petit élément, parce qu'à 10 h ce matin, j'ai parlé avec un fiscaliste, et l'histoire est vraie, qui m'a dit exactement, je cite, « Ils ont fait en sorte de bien nous augmenter pour limiter la mobilité en externe. » Et cette personne, du coup, se retrouve un peu bloquée, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'argent, et il ne sait pas trop quoi faire. Voilà, donc il va se poser la question. Il faut savoir, donc, comme le disait Franck, que certaines sociétés peuvent en quelque sorte racheter tous ces avantages financiers en fait, proposés et accumulés. Et c'est aussi possible de négocier un welcome bonus ou un golden hello, ou en français une prime de bienvenue. Voilà, il s'agit en fait de faire valoir le manque à gagner si vous partez un peu plus tôt que prévu de votre société. Et c'est arrivé en fait à un de mes candidats qui en fait pouvait négocier son préavis, mais il avait une sorte de grosse carotte qui l'attendait du coup, et le fait de partir avant l'empêchait de toucher cette grosse somme d'argent. Et là, mon client a eu la très très bonne idée, à mon sens, de lui proposer un welcome bonus. Concrètement, il n'est pas encore arrivé, il arrive très très bientôt chez mon client. Il va percevoir un quart de sa rémunération annuelle brute, du coup, dès le départ. Donc, ça lui permet un petit peu de compenser ce qu'il va perdre en quittant la société un peu plus tôt. Enfin, troisième point, là je m'adresse plutôt aux entreprises, start-up ou non d'ailleurs, il faut savoir l'expliquer et le vendre à ses futurs collaborateurs, tous ces à côté qui viennent en plus de la rémunération. Exemple, j'ai récemment une cliente qui m'a parlé d'un plan qu'ils avaient mis en place en interne et qui m'a concrètement dit « ça ne va pas intéresser les jeunes collaborateurs, c'est du long terme ».
Alors forcément, présenté comme ça, c'est pas très, très convaincant. Moi-même, je n'étais pas très convaincue. Donc, si vous avez un mécanisme intéressant en interne, expliquez-le et donnez des chiffres précis autant que possible. Parce que les candidats ont besoin de savoir combien ils vont gagner concrètement. On ne travaille pas pour la gloire, enfin pas que. Donc, soyons concrets. En conclusion, il est important pour les candidats de communiquer sur tous ces éléments de rémunération en amont, et côté entreprise, c'est à vous de bien le vendre. Alors, petite citation, une fois n'est pas coutume, comme le disait Molière, le chemin est long du projet à la chose. Donc, tout ça pour vous dire que ça peut paraître un peu lointain lorsqu'on vous propose de tels éléments d'actionnariat, mais que si vous rejoignez une entreprise, c'est-à-dire un poste, c'est aussi un projet professionnel et parfois même de vie. Donc, c'est clairement le moment de vous projeter aussi d'un point de vue financier. À toi, Pierre. Merci, Audrey. On enchaîne. We do. Je rigolais tout seul, Franck, parce que je ne sais pas combien de banquiers de la Banque Transatlantique nous avons qui nous écoutent aujourd'hui, mais je pense que ça doit les changer. Donc, on leur dit bonjour à tes amis banquiers. Bienvenue à Club Sandwich et nos jingle disco. Je crois que j'ai bloqué ma messagerie. Oui, je pense que tu vas l'entendre parler, Franck, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler des réunions. C'est un sujet finalement qui touche beaucoup de monde, et je vais donner quelques trucs pour organiser une réunion efficace. Parce que j'ai lu une statistique, c'est ça qui m'a motivé à parler de ça aujourd'hui, qu'un cadre passe 16 ans de sa vie en réunion, en moyenne 3h07 par jour. C'est une étude qui vient d'une société qui s'appelle Perphony, qui est spécialiste dans la gestion performante de réunions, et j'hallucine quoi. 16 ans de sa vie en réunion, rien que ça se donne envie de faire les réunions de manière différente. Alors, il y a de nombreux facteurs pour rater une réunion. Ça ne commence pas à l'heure, il y a trop de gens dans la réunion, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'on y fait, on est dedans, il y a des gens qui monopolisent la discussion, on les connaît, on vous connaît. Bref, il faut revenir aux basiques pour rendre des réunions efficaces. Donc, pour commencer, il faut se poser la question, est-ce que la réunion elle est vraiment nécessaire ? Et il y a des sociétés, on en a parlé dans Legal Club Sandwich, qui ont proscrit presque complètement les réunions. C'est notamment le cas de Alan, et Marion Bergeret nous en a parlé. Donc ça, c'était dans la saison 1, épisode 5, et Audrey va vous envoyer le lien. Et puis après, il y a des outils collaboratifs qui peuvent être utiles et qui évitent aussi les réunions, comme vous les connaissez, Slack, Teams, etc. Mais enfin, si la réunion doit vraiment avoir lieu, voilà les 5 règles d'or. La première, d'ailleurs, ce n'est même pas une règle, c'est tout le début. Je dis ça en anglais parce que ça fait mieux, puis c'est mon côté Jean-Claude Van Damme. Positioning is everything. D'accord? Donc ça, c'est-à-dire que on commence la réunion déjà, pourquoi est-ce qu'on est là? On va avoir besoin d'un esprit collaboratif aujourd'hui. Le but de cette réunion, c'est de trouver des solutions. Il va falloir trouver une solution commune validée par tous, où dans cette réunion, tout le monde doit participer, où la réunion est faite pour ceci, elle n'est pas faite pour cela. Donc ça, c'est déjà très important. Bon, idéalement, on va quand même envoyer un ordre du jour. De quoi allons-nous parler? Si vous n'êtes pas capable de définir cela et vous n'êtes pas capable d'avoir un ordre du jour, est-ce que la réunion devrait vraiment avoir lieu? Après, mettez un rythme à la réunion. En chef d'orchestre, portez-vous le garant de la réunion. Donnez un timing à chaque sujet. Vérifiez qu'on reste dans le thème. Quel est l'objectif de ma réunion dans cet ordre du jour? Est-ce qu'il y avait un autre moyen d'atteindre cet objectif? Quels sont les contenus à aborder? Dans quel ordre? Une fois que c'est fait, vous avez votre ordre du jour et vous pouvez du coup commencer à envoyer cet ordre du jour. La réunion arrive, alors où est-ce que vous allez la faire? Est-ce que c'est important de la faire en présentiel, en vidéo? Quelle est la durée? Rarement plus d'1 heure la durée parce qu'on sait que très rapidement, les gens décrochent. Vous voyez, Club Sandwich, c'est 45 minutes. Et on évite la réunion trop tôt le matin. Les enfants nés à l'école, les embouteillages. On évite la réunion juste après le déjeuner parce que la digestion après le déjeuner, on la connaît. Club Sandwich, c'est à 12h, à 12h45. On sait que vous attendez qu'on ait fini pour aller manger. Voilà, on essaie d'avoir un scribe et puis surtout, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de montre connectée, tout ça. Parce que si les gens sont sur leur tablette, que font-ils à la réunion? Donc, soit on est à la réunion, on a quelque chose à y faire, soit on est sur sa tablette. Et dans ce cas-là, en bon leader, on demande à la personne de sortir de la réunion, sinon ça ne sert à rien. Quelles sont la troisième chose nécessaire? Les participants à la réunion.
qui est invité, sur quels critères, ont-ils réellement besoin d'être là? On peut tout à fait envisager que certaines personnes ne soient présentes que pour une partie de la réunion et après on leur dit qu'ils peuvent sortir. On adopte une communication sur mesure, on pense au mode de communication des uns des autres et pour ça, on peut utiliser ProcessCom qui est un modèle génial dont on a parlé et ça c'est de la synergie dans l'épisode 2 de la saison 1 avec l'India le sauvage. Je vous invite à le regarder pour comprendre un peu ce que c'est que la ProcessCom. On regarde le verbal, le non-verbal des participants. On indique, si possible, en amont aux participants sur quel point ils vont participer pour donner leur avis ou leur expertise, tout ça dans l'ordre du jour. On utilise indice numéro 4, conseil numéro 4, des modes d'animation variés. On fait attention à Dev to PowerPoint, les PowerPoint de 150 slides, pas idéal. On s'arrange plutôt en tant qu'organisateur de la réunion pour faire circuler la parole. Il ne faut pas qu'il y ait un seul interlocuteur qui monopolise la parole. On privilégie des réunions courtes. On fait varier les supports de présentation. On fait intervenir les uns les autres. Il ne faut pas que quelqu'un reste plus de 10 minutes sans parler. Ça c'est juste pas possible. Si un sujet doit être approfondi et qu'on sent que ça diverge, on propose d'en parler avec les gens concernés à part. On n'essaie pas de se faire hijack, kidnapper sa réunion. Il n'y a rien de pire parce que certains, du coup, lâchent complètement l'intention. Et enfin, dernier conseil, on rédige un compte-rendu. On indique les décisions prises, ce qu'on doit faire pour la prochaine fois. On envoie ce compte-rendu dans les 24 heures maximum. Idéalement, on le fait en même temps comme Audrey, moi et Thibaut qui vous parlons en même temps de la réunion et vous donnons plein de conseils. On indique les points en suspens, on les reprend à la réunion suivante et surtout, on remercie les participants et je vous remercie tous d'avoir écouté avec attention cette chronique et je donne la parole à mon ami Thibaut. Merci Pierre. Quelle énergie, super chronique tous les deux. On va passer aux questions, on en a beaucoup aujourd'hui, donc on va essayer de tout traiter, on va faire le maximum, on vous promet. Peut-être pour commencer, Franck, on a assez peu parlé des outils. Est-ce que tu connais des outils qui peuvent être utilisés par les directions juridiques justement pour gérer l'actionnariat salarié? Alors, gérer, ça veut dire, il y a plusieurs niveaux. En fait, une particularité d'une start-up et en fait, finalement, toute entreprise non cotée, c'est que son registre est détenu par elle-même. Donc, en fait, il y a d'office, structurellement, un effet boîte noire. Donc, je dirais qu'il y a des outils pour aider la start-up à gérer. Il en existe beaucoup. Il y en a plein aujourd'hui dans le SaaS, ce qu'on appelle les outils de suivi, CapTable, les Equify, etc. sont vraiment des solutions bien adaptées à ces structures-là. Mais il faut aussi penser à des outils qui permettent aux bénéficiaires de plans de voir ce qui lui a été attribué. Parce que justement, déjà les horizons sont loin, les outils sont parfois complexes, il y a peu de communication, pas d'exit, etc. Donc, une bonne façon de montrer quand même la valeur de ce qu'on a attribué, c'est à travers un outil que le collaborateur puisse avoir un accès, voir sa position, revoir son calendrier, accéder à ses documents. Et là, des outils, il en existe beaucoup. Je pense que des outils type SaaS fonctionnent très bien pour des sociétés, justement, quand il y a peu d'exit, peu d'événements, parce qu'en fait, ça permet à l'entreprise de bien suivre son capital et ça montre, ça permet aux collaborateurs de visualiser ses plans. Je pense que dès qu'on arrive à une taille un peu plus importante, quand il y a du cash-out, quand vous avez des bénéficiaires hors de France, il y a des problématiques de flux qui apparaissent, de détention de titres. Et je pense qu'après, il y a des outils qui sont peut-être plus adaptés à ces structures-là. Et vous voyez, typiquement, dès qu'une structure est grande, elle a délégué sa tenue de registre, donc à un spécialiste de la tenue de registre, et elle a délégué la gestion de ses plans à un établissement. Et la puissance de ces offres-là, c'est à la fois de permettre de gérer les plans, donc mettre à jour les bases, les actionnaires, etc., mais c'est aussi valoriser les plans à travers la mise à jour des positions pour les collaborateurs. Ok, ouais, donc il y a des outils qui existent et après, va bien falloir réfléchir à ces outils en fonction de la taille et de l'état d'avancement de l'entreprise. Forcément, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Oui, et puis il y a vraiment une étape intermédiaire. Au tout départ, c'est un cahier Clairefontaine ou un fichier Excel. Donc ça, en général, on tire cette corde-là jusqu'au bout. Et après, il faut se professionnaliser. Là, il y a des beaux outils SaaS, notamment, qui existent, qui sont très, très bien.
et qui permettent vraiment à la société d'être accompagnée pendant encore un bon moment. Et après, au-delà de ces outils SaaS, il faut une connexion sur des chaînes titres, il faut de la fiscalité, il faut gérer les flux, des devises. Donc après, il y a encore un troisième niveau d'outils. Mais en tout cas, ces outils existent. Et c'est vrai que le cahier Clairefontaine, moi, je pense que d'office, il faut le faire disparaître parce que les startups ont tout de suite des salariés actionnaires. Donc, les mettre dans un outil qui a une fenêtre pour les bénéficiaires, c'est déjà top et voilà, c'est déjà un bon premier pas. Ouais. Ok, super. On a une question de Nadège. Salut Nadège, qui participe à l'émission, qui a aussi participé Absolument régulièrement et qui était même une invitée d'ailleurs. Voilà, une invitée. Allez revoir l'épisode de Nadège sur General YouTube. Counsel de Get Around. Voilà. Exactement. Nadège, elle nous demande, est-ce que les BSA peuvent avoir un prix d'exercice fixé à l'avance comme les BSPCE? Oui, tout à fait, c'est le même principe. En fait, le BSA, c'est un stock option ou un BSPCE que l'on va vendre aux collaborateurs. Alors, je sais que c'est que des juristes, donc ils vont hurler quand ils vont entendre ça, donc je schématise. Mais donc, le BSA, c'est une valeur mobilière qu'on vend aux collaborateurs. Il doit être vendu à sa valeur réelle, c'est-à-dire que selon le niveau de l'entreprise et sa valeur, le BSA aura un prix qui se situe entre 8 et 15-20% de la valeur de l'action. Mais il a un prix d'exercice. Et le prix d'exercice, c'est un peu comme les BSPCE, le stock option. En général, il est fixé en prenant référence le cours de l'action au moment où je vends le BSA. Mais par contre, pour justement baisser la valeur du prix de vente du BSA, ce que l'entreprise peut faire souvent, c'est augmenter le prix d'exercice. Vous voyez, dans les BSPCE, dans les stock options, c'est pareil, vous pouvez tout à fait aller au-delà de la valeur qui est prévue. L'État, la réglementation fixe une valeur minimum, mais on peut toujours augmenter la valeur. Et la raison pour laquelle les sociétés le font, dans les grands groupes cotés, c'est de baisser la charge IFRS sur ces plans. Bon, c'est une charge comptable qui ne concerne pas forcément les structures non cotées. Mais quand on vend des BSA, ce qui est un très bon outil, dès qu'une startup a un certain stade d'évolution, il faudrait une autre séance pour en parler, mais c'est un outil que j'aime beaucoup, même si il faut faire vraiment attention parce que les autorités fiscales regardent et scrutent et ont tendance à vouloir requalifier un peu les gains qui sont faits en traitement SAR. Donc, il faut être bien entouré par des avocats qui connaissent bien le sujet, mais sinon, ça reste un bon outil. Et effectivement, l'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut dire, je t'offre aujourd'hui des BSA, l'action vaut 10, le prix d'exercice est à 10, mais je t'en offre d'autres où le prix d'exercice est à 15, à 20, etc. Et donc, en fait, vous accompagnez comme ça la valeur de l'action. Et plus le prix d'exercice est décalé par rapport au prix de l'action, plus le prix du BSA auquel le collaborateur va l'acheter diminue. Donc, en fait, vous pouvez vendre un BSA quasiment pas cher, très peu cher, parce que le prix d'exercice est plus élevé. Et comme dans une startup, l'idée, c'est que la valeur de l'action grimpe vite, ça peut être intéressant. Et juste vraiment, là, ça me fait penser à ça, je pense que c'est un sujet intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de talents veulent aller dans des sociétés, dans des startups ou intégrer certaines structures non cotées. Et ils sont prêts à y aller à tel point qu'ils sont prêts à investir dans la structure. Donc, c'est vrai que souvent, les startups sont focalisées sur ce qu'on appelle, nous, les outils gratuits, c'est que je donne. Et ça, c'est vrai qu'au départ, quand on ne connaît pas la startup, on ne connaît pas le projet, machin, bon, on ne peut pas faire autre chose que de donner des outils, des stock options, des BSPCE. Mais arrivé à un certain stade où la startup commence à attirer les regards, on commence à savoir qu'il y a du potentiel, vous pouvez attirer des talents en leur disant, bon, moi, je ne vais rien te donner gratuitement, par contre, je vais te vendre quelque chose qui va te permettre d'entrer au capital et dans des conditions intéressantes. Typiquement, le BSA ou ce qu'on appelle des schémas de co-investissement commencent à être pertinents pour ces structures-là. Et là, le système change parce que c'est plus je cherche à attirer les talents, c'est que tout le monde a envie de venir chez moi. Et donc, c'est aussi une façon de faire rentrer des fonds propres, puisque quand les gens achètent un BSA ou l'exercent, c'est de l'argent qui rentre dans le bilan de l'entreprise. Oui, tout à fait. Il y a une autre question de Hervé qui nous demande qu'en est-il d'un plan d'actionnariat salarié dans une entreprise qui est présente dans plusieurs pays et pas que en Europe? Sujet qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure. Alors, encore une fois, il faut être très conscient. C'est une seule chose que les gens qui sont à l'international doivent retenir,
c'est que la France, en gros, c'est l'exception. Une grosse problématique à l'international, c'est que le fait générateur du gain ne va pas être le même qu'en France. Par exemple, en France, si je vous attribue des actions gratuites, vous avez un vesting de 3 ans, on vous livre les actions gratuites, ça ne déclenche pas d'impôt pour le bénéficiaire et il n'y a pas de traitement obligatoire à faire par l'entreprise. Dès que vous êtes en dehors de France, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Donc les actions gratuites peuvent être un piège à l'international sur une structure non cotée et pas liquide. Pourquoi? Parce que vous attribuez des actions gratuites à un bénéficiaire en Allemagne, par exemple. Au moment où il va acquérir les actions, on va lui les livrer, mais il n'y a pas de liquidité. Donc, il les reçoit, mais il ne peut pas les vendre. Par contre, en Allemagne, la législation a dit, oui, mais tu es devenu propriétaire des actions, tout ça, ça vaut 50 000 euros. Donc, moi, l'impôt sur les 50 000 euros, c'est maintenant que tu me le payes. Et la société a même une obligation d'aller retenir à la source son impôt là-dessus. Donc, en fait, vous mettez le collaborateur dans une situation où vous lui avez livré des actions, mais il ne peut pas les vendre. Par contre, lui, il doit tout de suite payer de l'impôt. Il n'a peut-être pas le cash pour le faire. Et donc, le plan se retourne contre lui. C'est-à-dire que non seulement il a payé de l'impôt sur une valeur de l'action au moment de l'acquisition, mais si jamais la boîte repart à la baisse, ben, il aura payé de l'impôt sur une valeur plus haute. Donc, il prend un risque à payer l'impôt. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le conseil que je donne là-dessus, c'est que il faut regarder les pays dans lesquels vous allez, regarder le market practice de ce qui se fait, et puis ne pas hésiter à avoir des outils différents pour ces pays. Ouais, typiquement, aux États-Unis, sur les startups, on va donner des stock options, et pas n'importe quelle stock option. On va donner ce qu'on appelle des qualified stock options, des ISO, qui sont des stock options avec une fiscalité un peu particulière, qui justement ne déclenchent pas de fiscalité au moment de l'exercice. Et donc, ils se retrouvent à nouveau comme la France et qu'on décale la fiscalité au moment où je vendrai les actions, donc au moment où j'aurai la liquidité. Donc, en fait, il faut être très attentif parce que si on regarde tout ça avec dans notre prisme français, eh ben, on peut faire un truc qui est catastrophique sur l'impact du bénéficiaire. Et nous, on a été appelés, parce que comme on est une banque, on a été appelés par des sociétés qui s'étaient retrouvées piégées, où ils nous demandaient de financer les salariés pour qu'ils puissent payer leur impôt. Alors, bon, on trouve des solutions, mais je peux vous dire que le bénéficiaire, lui, son plan d'actionnariat, pour l'instant, au moment où il doit faire le chèque des impôts, il l'a un peu mauvaise. Et donc, alors, ceci dit, c'est possible de le faire, mais dans ces cas-là, il faut prévoir une liquidité pour ces salariés étrangers pour qu'ils puissent au moins vendre une partie des actions pour au moins couvrir l'impôt. Voilà. Et alors là, pour ces études à l'international, pour en avoir connu quelque chose, je vois qu'elle est là, donc je ne peux pas ne pas faire un shout-out. Il y a Agnès Charpenay, qui est de chez Baker, et je la vois, donc je ne peux pas ne pas dire que voilà, pour ces études à l'international où on touche plein de pays, il faut évidemment penser à des gens comme Agnès ou d'autres, bien sûr. Mais voilà, chère Agnès. Agnès connaît parfaitement toutes ces problématiques internationales, elle connaît à fond ces sujets-là. On fait de la pub pour les gens qu'on voit apparaître sur le chat, donc de l'importance, mais voilà. Autre question, Thibaut. Alors oui, on a une dernière question et puis après, on va devoir clôturer parce qu'on ne peut pas toutes les prendre aujourd'hui, malheureusement. Est-ce que toi, tu as des exemples, Franck, de sociétés qui ont mis en place des bourses internes? Je ne sais pas si tu peux donner des noms. Oui. Les noms, ça me gêne un peu, mais oui, alors pas forcément des… en fait, l'idée de mettre en place des bourses internes, moi, je l'ai vu parce qu'il y a beaucoup de sociétés françaises très anciennes, non cotées, dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la tech, qui sont plutôt dans le transport ou dans l'industrie, qui, elles, depuis très longtemps, mettent en place ces mécanismes de bourse interne. Et en faisant le constat qui est de dire, bon, bah, nous, on ne veut pas, nous, actionnaires ou familles, racheter tout le temps. Par contre, on s'aperçoit que dès qu'il y a un volume de salariés, il y en a toujours qui ont besoin de vendre, il y en a toujours qui veulent acheter, etc. Et en fait, on voit et on constate maintenant que dans les startups qui atteignent un certain niveau de développement, où l'actionnariat commence à représenter une part importante, qui commencent à s'interroger là-dessus. Et nous, on a 2 cas de sociétés qui lancent une bourse interne. Alors, petit challenge d'ailleurs, parce que une bourse interne, c'est quoi? C'est répliquer un marché financier. Hein. C'est répliquer la bourse à Paris, mais à l'échelle de la société. Donc aujourd'hui, des outils n'existent pas pour ça. Donc c'est compliqué pour la société de le gérer. Mais je pense que l'écosystème va s'adapter très vite. Mais c'est super intéressant parce que vous retirez
de l'univers non coté le frein majeur qui est l'absence de liquidité. Et donc là, alors aux États-Unis, ça marche bien ces trucs-là, parce qu'aux États-Unis, vous savez que contrairement à ce qui se passe en France, une start-up, elle peut donner des stock options à ses conseils, à ses prestataires, etc. Donc en fait, elle a créé un vrai écosystème. Donc créer des bourses d'échange comme ça marche bien. En France, ça reste réservé aux salariés. Alors avec la loi Pacte, ils ont élargi un certain nombre de choses, mais ça reste quand même assez confiné, d'où le besoin d'une taille critique. Mais oui, nous, on a 2 cas de start-up, alors avec déjà, effectivement, qui ont bien grossi. Hein. Il y en a une qui est une licorne, qui mettent en place ces choses-là, mais on voit que ça descend. Et en fait, et nous, ce qu'on constate aussi, parce qu'on est amené à financer parfois des gens qui investissent dans les sociétés, on est toujours extrêmement frappé de l'avidité des salariés dans les startups de monter dans le capital. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne des PSPCE, mais il y en a beaucoup, si vous leur demandiez s'ils seraient même prêts à en acheter, ben, ils achèteraient. Et ça, c'est vraiment propre. En fait, quand quelqu'un rejoint une startup, c'est vrai qu'il y a cette perspective d'enrichissement, mais en général, il y a le projet, il y a le cadre, et ces gens-là sont extrêmement friands et ont envie d'aller plus loin dans le capital. Alors du coup, si on fait une bourse interne, on pourrait se retrouver qu'avec des acheteurs, mais n'empêche, c'est génial parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vendre pour une urgence ou quoi que ce soit, il va tout de suite trouver des acheteurs et une liquidité. Et ça revalorise énormément les fonds. Merci Franck, je trouve que ça clôture bien tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il existe autre chose que uniquement les BSPCE, il y a plein de stratégies différentes qui peuvent être mises en place et on voit aussi que c'est un sujet qui est complexe, qui est riche, donc si vous avez des questions à poser à Franck, on n'aura pas pu tout poser malheureusement aujourd'hui. N'hésitez pas à le contacter. On a mis ton adresse email, je ne t'ai pas demandé, Franck, mais je l'ai mis dans le chat. Donc, comme ça, tu vas être inondé de questions. Ouais. C'est des questions qu'on n'a pas pu répondre. Et c'est un sujet passionnant d'ailleurs qu'avec Audrey et en partenariat avec une autre société qu'on a mentionnée plusieurs fois qui s'appelle Equify, on va faire, notamment vis-à-vis des juristes de la tech, une étude un peu similaire à celle qu'on avait fait avec Leeway sur la rémunération et qui étaient les juristes de la tech. Avec Audrey, dans le cadre de Fleet Network, French Lawyers in Tech, et en partenariat avec Equify, on va faire une grande étude sur l'actionnariat salarié dans les startups et on communiquera dès qu'elle sera faite, cette étude, et qu'on aura les résultats sur LinkedIn et tous les bons réseaux sociaux. Voilà, ça c'était pour ce qui arrive. Et dans 15 jours Dans 15 jours, on sera le 1er avril et ce n'est pas une blague, on sera encore là avec Audrey Morin qui est en fait Group Compliance Director chez Schneider Electric et on parlera de compliance, mais on vous en dira plus très très vite. En tout cas, on vous retrouve dans 15 jours et un grand merci à Franck et merci à tous. Et Thibaut, je te laisse la parole. Et inscrivez-vous à Club Sandwich, on vous renvoie le lien. Inscrivez-vous. Jingle, Pierre. Jingle, j'ai envoyé le lien Club Sandwich et je balance le jingle. Hop, tac, tac, c'est parti, jingle. À dans 15 jours. Au revoir.